Elliot, c'est parti? Ouais. Comment vas-tu? Nouvelle vidéo? Nouvelle vidéo, ça fait plaisir que tu sois dedans. Ouais, c'est vrai, ça fait longtemps. Donc aujourd'hui, FAQ. FAQ. Tu as posé des questions sur Insta, on va tout simplement essayer d'y répondre. Enfin, tu vas essayer d'y répondre. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec la première. Avec combien de capital as-tu démarré ton trading personnel? Mon tout premier compte de trading, c'était un compte à 2000 ou 3000. Je sais plus exactement, je t'avoue, maintenant ça remonte vraiment. C'était des sous que m'avait donné mon père. Un peu en... Non, parce qu'il était fier que je m'intéresse à quelque chose, etc. Et c'était un peu, si tu veux, les Noël, anniversaire, tout ça réuni pour que j'en fasse quelque chose. Moi, je connais l'histoire. Hein, mais... ouais. Fun fact, j'en ai rien fait. J'ai perdu l'argent. Ouais, ce que tu m'avais dit assez rapidement. Ouais, assez rapidement. Ouais. Alors, question suivante. Quelle est la meilleure session de trading selon vous? C'est pas vraiment une question de session, surtout ça va dépendre de ta manière de trader, quel time frame tu trades. Si tu scalpes, ça va être important. Ouais. Si tu fais des swings que tu gardes pour plusieurs jours, que tu as exécuté en session de Londres ou session de New York, on s'en fout un petit peu. Ouais. Attends, on va aller mettre de l'essence d'abord. Ok, ouais, ça va. Attends, continue la réponse. Tu peux continuer à parler, hein, y a pas de problème. Attends, hop. Ouais, donc ça va dépendre de ta façon de trader. Sur des scalps, ça va être important, la session que tu trades, mais sur des swings un peu plus long terme, ça va pas vraiment importer. Je te donne mon exemple personnel. Je te recommande de trader une seule session. Quand je dis trader une seule session, c'est même si tu fais du swing par exemple, de faire tes recherches, faire tes analyses à un moment spécifique dans ta journée et toujours le même moment. Parce que du coup, tu vas vraiment être habitué à trader ce moment spécifique. Et quand je dis trader, c'est plutôt analyser, c'est plutôt rechercher. Parce que, je te donne l'exemple, moi je vais surtout trader l'ouverture de la session de New York. C'est là où je vais avoir la majorité de mes exécutions. Mais ça va aussi m'arriver d'avoir des setups avec des ordres différés. Donc un buy stop, un buy limit, un sell limit, un sell stop. Et ces ordres-là vont être exécutés pendant la nuit, par exemple, pendant la session asiatique, alors que je suis à Panama, tu vois. Mais je te conseille de toujours avoir un moment précis dans la journée où tu trades et être régulier sur ce moment-là. Que tu sois sur du swing, que tu sois sur du day, ou que tu sois même en train de scalper des news spécifiques. Mec, cette voiture, elle me fait travailler l'avant-bras, c'est une dinguerie. Tu vas tous les jours. Yes. Question suivante. Peut-on être rentable en trading en utilisant seulement du price action? Tout est une question de statistiques. Si tu arrives à vraiment à prouver par A plus B qu'avec ton price action et tes règles très très précises, tu arrives à avoir un edge et être rentable sur les marchés, bon bah why not? Au bout du compte, je dis toujours, je suis personne pour te dire qu'un système ne marche pas. Si tu arrives à me prouver par A plus B et plus des performances de temps que tu arrives à être rentable, je vais pas te dire tu peux pas être rentable. Maintenant, je te parle d'expérience. Toute personne que je connais qui a fait de l'argent en trading pendant longtemps, parce que c'est ça le problème, tu peux être rentable avec du price action, tu peux être rentable avec de l'analyse technique, mais si tu es rentable pendant 3 mois et après tu perds ton compte, puis ensuite tu es re-rentable pendant 2 mois, puis après tu perds ton compte, j'appelle pas ça être rentable. Attends. Ouais, non, du coup je disais, d'expérience, je ne connais pas de trader qui a pu avoir une rentabilité importante, régulière sur un laps de temps conséquent. Donc le gars, ça fait plus de 3 ans qu'il fait de l'argent en trading et il y connaît absolument rien à rien à part son price action et ses patterns et ses trendlines, et grâce à ça, ça fait 3 ans qu'il fait de l'argent. J'en connais pas. Donc ça, ayant pu travailler en institution de la même manière, l'analyse technique, c'est quelque chose qui est utilisé, je vais pas te mentir, c'est quelque chose qui est utilisé notamment pour les exécutions. En fait, tu es obligé, on parle de prix, donc tu vas pas pouvoir exécuter à l'aveugle. Donc évidemment qu'il y a un petit peu d'analyse technique qui rentre en jeu, mais les grandes idées d'investissement, les grandes idées de trade viennent pas généralement d'une trendline. Donc comme je le dis, j'ai absolument rien contre toutes les façons de faire différentes. Je parle juste d'expérience et ça me paraît être absolument évident. Plus tu as d'informations, plus tu peux faire des choix. Théo, Je m'attache pas, je travaille avant tout. T'attaches jamais. Allez. C'est bon, Phil. Oui, non, plus tu as d'informations, plus tu as de data, plus tu peux faire des décisions, des choix informés. Enfin, ça paraît évident en fait. Et n'importe quelle personne qui va réussir à se convaincre du contraire, non, moins j'ai d'informations, mieux c'est. Généralement, on sait très bien pourquoi il veut se persuader de ça. C'est parce que, oui, c'est sûr, l'autre côté est plus complexe que faire de la géométrie, dessiner des triangles, des ronds et des carrés. Mais bon, voilà mon avis, quoi.
Ok, question suivante. Penses-tu qu'un jour tu te lasseras de faire du profit? De faire du trading ou du profit? Du profit, il y a écrit. Du profit, non, je pense pas. T'es sûr? Je pense pas. Ok. Quel type de trading pratiques-tu? Trading sur marché FX, spécialisé sur les devises. Les devises, si je devais dire différents types de trading, bon, il y a aussi d'autres types, mais pour moi, le principal, c'est surtout l'asset que tu vas trader. Et moi, l'asset sur lequel je suis spécialisé, c'est les devises. C'est là où j'ai un edge, c'est là où j'ai plus d'informations que la majorité des personnes. Ok, question suivante. Que penses-tu du fait que Tammy Cabage ne cesse de mettre en avant l'analyse technique? Ça m'a fait rire parce que récemment, j'ai vu ça. Et ce qui est marrant, c'est que en fait, les gens prennent les choses complètement sorties de leur contexte. C'est-à-dire, analyse fondamentale versus analyse technique. Alors déjà, on parle de quel asset? On parle de quel... Parce que pour te recontextualiser, il y avait eu une interview où Tammy Cabage disait que pour lui, l'analyse fondamentale, c'était pas aussi efficace que l'analyse technique. Maintenant, la question, c'est tu trades quel asset? Tammy Cabage, c'est pas un trader Forex. C'est pas quelqu'un qui trade le marché des monnaies. C'est quelqu'un qui va beaucoup plus être sur les actions. Et d'ailleurs, tous les exemples qu'il a pu prendre pour justifier ce point de vue, qui était que l'analyse technique est supérieure à l'analyse fondamentale, c'était sur des exemples d'actions et de choses qui se sont passées et des ratings de banques, des choses comme ça. Moi, quand je prône l'analyse fondamentale, c'est sur les assets que je trade sur le marché FX. Je ne parle pas d'actions et moi-même d'ailleurs, je ne fais pas particulièrement de stock picking et je ne trade pas les actions. Et c'est vrai que si demain tu allais trader les actions de manière assez court terme en prenant en compte majoritairement le fondamental des sociétés, donc c'est-à-dire leurs earnings, leur cash flow balance, leur ci, leur ça, pas du tout l'analyse technique, oui, je peux bien concevoir que c'est peut-être pas du tout la meilleure façon de le faire. Pour du bien plus long terme, non, l'analyse fondamentale, je vois bien plus avoir l'impact sur le marché action. C'est d'ailleurs ce que fait Warren Buffett. Mais donc, pour revenir sur ce que Tammy Cabage dit, sur du trading d'actions que l'analyse fondamentale ait moins d'impact et puisse induire en erreur les gens, oui, probablement, je vais bien te croire. Mais en fait, on parle même pas de la même chose. On parle pas du tout de la même chose. Moi, je parle uniquement des monnaies parce que c'est seulement mon expertise. Et il y a des gens, ils sont experts dans tout. Écoute, c'est génial. En tout cas, c'est pas mon cas. Je sais que trader les devises. Et du coup, je trade les devises parce que c'est là que j'ai mon edge. Ouais, c'est là que j'arrive à faire de l'argent. Et les actions, je l'utilise que comme levier d'investissement plus long terme. Voilà. Alors du coup, question suivante. Si tu devais reprendre le trading à zéro, tu préférerais commencer avec des prop firms ou avec un petit capital? Alors j'en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube, mais donc l'époque où j'ai commencé, les prop firms tels qu'on les connaît maintenant, ça n'existait pas. Et donc si je devais reprendre aujourd'hui de zéro, j'irais probablement premièrement avec un petit capital pour vraiment s'habituer à avoir un AUM, donc Asset Under Management. Même si c'est pas avec ce compte-là que tu vas vraiment faire de l'argent, mais c'est avec ce compte-là que tu vas développer ton expérience. C'est avec ce compte-là que tu vas développer ta stratégie, comprendre les marchés, comprendre comment tu réagis au marché aussi, ta psychologie, voilà, tout le monde est différent. Et de par là, une fois que tu as réussi à être rentable avec un petit compte sur une bonne période de temps et que tu as un système qui marche, bon bah là tu peux aller commencer à dépenser de l'argent pour être financé. Donc aller dépenser de l'argent dans des challenges prop firm potentiellement. Et tu sais qu'il y a de grandes chances que tu les réussisses parce que tu es rentable, tu te l'es prouvé à toi-même sur des comptes réels avec ton propre argent, même si c'était des petits comptes, même si tu avais 1000 € dessus. Le but avec ce petit compte n'était pas de faire de l'argent, mais vraiment développer sa stratégie et développer ses skills, ses compétences en tant que trader. Et puis là, tu vas pouvoir payer pour te faire financer, passer des challenges prop firm, pouvoir les passer, être financé. Et voilà, et l'objectif après ça, c'est de pouvoir avoir des payouts, donc sortir de l'argent de ses propres firmes pour pouvoir te financer toi personnellement. Parce que le problème, c'est moi la raison pour laquelle j'utilise pas de propre firme par exemple aujourd'hui, c'est parce que premièrement j'ai le capital qui me permet de pas devoir les utiliser, mais surtout qu'il y a beaucoup de limitations, ils te limitent sur ton risque, ils te font un trailing risk, il y a beaucoup de règles qui entourent le tout, qui en réalité compliquent la chose. Pour certains traders débutants, ça peut les aider. Parce que du coup, ça leur donne des guidelines parce que sinon, ils feraient n'importe quoi. Mais pour quelqu'un qui sait ce qu'il fait, c'est plus chiant qu'autre chose. Mais du coup, mon conseil par rapport au prop firm, c'est ne te lance pas en te disant
Voilà, j'ai appris un petit peu comment trader. Je vais tout de suite essayer de passer un challenge. Comme ça, bam, j'ai tout de suite du capital. Le problème pour tous les traders, c'est pas trouver du capital, mais c'est vraiment pas ça le problème. C'est être bon. C'est faire de l'argent en trading. Ça, c'est la partie compliquée. Avoir du capital, franchement, c'est pas compliqué. Donc, concentre-toi sur devenir un bon trader. Et étape numéro 2, ça sera trouver le capital avec des propres fermes. Bon alors, question suivante. Peut-on réellement perdre de l'argent en bourse? Oui, 100%. Plus vite que... Plus vite que tu peux le gagner. Ouais. Est-ce que tu as un assistant, une assistante? Oui, plutôt 2 fois qu'une. Oh. Tu utilises quel logiciel pour voir les datas de tes comptes? Alors, ça dépend quel type de compte tu parles, mais si c'est tous mes comptes de manière groupée, j'utilise Excel. Il y a des logiciels qui promettent de le faire, où tu réunis tous tes comptes bancaires, tes sites et ça, mais moi je n'ai pas envie que des third party, donc des logiciels, aient accès à toutes mes finances. Pour moi, c'est vraiment un des trucs les plus importants, les plus privés que quelqu'un puisse avoir. Personnellement, je garde tout sur des Excel plutôt que sur des applications. Salut Elliot, comment tu vas? Te vois-tu à l'avenir créer un fonds d'investissement ou non? Oui, honnêtement, oui. Et on me demande de plusieurs fois, ouais, si t'es si bon, pourquoi tu crées pas un fonds d'investissement? Bah là, honnêtement, la raison, c'est que là, pour le moment, je me considère être encore jeune et je me considère être encore en période d'accumulation d'expérience. Même si ça fait vraiment longtemps que je suis dans ce milieu, dans cette niche, par rapport à beaucoup de personnes sur les réseaux, c'est sûr que j'ai énormément d'expérience. Mais être un fund manager, c'est encore un autre level. C'est vraiment encore un autre level. Alors oui, je pourrais en créer un maintenant. Ça serait plutôt simple pour moi de lever plusieurs millions aujourd'hui. Mais les chances que je me prenne un mur, elles sont quand même assez élevées par mon manque d'expérience, par ma jeunesse, par plein de choses. Et qu'est-ce que j'ai à gagner? Honnêtement, je gagne extrêmement bien ma vie déjà. J'accumule beaucoup d'argent tous les mois. J'adore ce que je fais. Je suis très heureux. Je suis encore jeune. Plutôt beau gosse. Plutôt beau gosse. Non, mais ouvrir un fund, c'est aussi très lourd au niveau régulation. Et puis alors après, t'en vois des jeunes qui ouvrent des funds, mais mec, tu vois comment c'est fait. Du moment que personne vienne fouiller, ça va. Mais t'inquiète, on vient fouiller, c'est un bordel pas possible, le montage n'est pas légal, etc., etc. Donc oui, je compte ouvrir un fonds d'investissement un jour. Ce serait vraiment un objectif, c'est ce que j'ai toujours voulu faire au bout du compte. Mais là, tout de suite, aujourd'hui, je suis absolument pas pressé de le faire et je vais encore attendre. Ok. Quels sont tes objectifs financiers d'ici 2027? D'ici 2027 spécifiquement, j'en sais rien, mais mon premier objectif financier, je le vois toujours par palier en fait. Mais là, donc, des paliers objectifs, j'en ai atteint plusieurs. J'ai dû en atteindre 3 ou 4. Premier palier financier. Et là, le prochain palier financier que je vais atteindre, c'est celui qui me permettra d'officiellement pouvoir assurer la retraite de ma mère, assurer la retraite de mon père, pouvoir m'occuper de ma sœur si jamais il y a un problème, assurer ma propre retraite et m'assurer le fait d'avoir une famille et des enfants. Et les gens ne se rendent pas compte du prix que ça coûte réellement de pouvoir faire tout ça. On parle réellement en millions. Surtout si tu veux avoir un bon style de vie et surtout si tu es jeune et que tu as déjà un bon style de vie, tu vis déjà très bien. Pour pouvoir assurer ce style de vie pendant toute ta vie, en prenant en compte l'inflation, en prenant en compte que tu vas être marié, en prenant en compte que tu vas avoir des enfants, que tu vas falloir les mettre à l'école et que le ci et que le ça, putain, c'est une dinguerie. Hein. Donc ouais, mais bon, j'ai de la chance de me rapprocher de ce niveau-là. Donc pour moi là, c'est le cap mon prochain cap à atteindre. Et assurer ma retraite? Et la retraite de Théo. Voilà, quand même. J'espère bien. Michto, tu sais. Gagnes-tu de l'argent sur YouTube? Oui. Oui. Toi, ouais, mais c'est dérisoire, non? Mec. Non, sur YouTube, je gagne. Ça varie, mais entre 800 € et genre. Et 1001, je crois. J'ai peut-être dû gagner 1001, ça devait être mon plus gros mois sur YouTube. C'est. Ouais. Et après, tu fais pas de partenariat qui pourrait te rapporter non plus de l'argent? Ouais, non, voilà. Alors après, putain, les partenariats, j'ai énormément de demandes de partenariat tous les jours. Mais vraiment tous les jours, sur énormément de choses, que ce soit des brokers, que ce soit des propres firmes, que ce soit des outils, que ce soit des services, peu importe. Mais de manière générale, en fait, je les check même pas trop. Ouais. Je les check même pas trop parce que dans 95%, c'est des trucs qui, je sais, je ne cautionne vraiment pas du tout. Donc, je vais absolument pas en faire la promotion, même si tu me donnes 20 000 €.
c'est pas ça qui va faire avancer les choses. Donc, Ouais, bien sûr. ouais. Envisages-tu de réaliser des séminaires de formation en présentiel en France ou ailleurs? D'un côté, j'aime bien l'idée. Franchement, j'aime bien l'idée. Ouais. Le problème, c'est un peu au niveau rentabilité, et ça peut sonner un peu bâtard, mais rentabilité temporelle. Je parle même pas rentabilité argent, mais rentabilité temporelle. Si je faisais ça, ça serait en euros, ça ferait venir en Europe pendant longtemps pour Oui, c'est pas un truc faire... qui dure une journée. Non, et organisée. je trouve en fait le retour qu'il y aurait par rapport au temps que ça me demanderait, la scalabilité du truc, ça fait pas grand sens. Même si sur papier, je suis d'accord, c'est stylé. Mais c'est pour ça que je préfère bien plus mettre en place vraiment une académie en ligne, un incubateur, un accélérateur, et c'est sur quoi je suis en train de travailler en ce moment, plutôt qu'un truc présentiel que je serais obligé de faire facturer en fait 15 fois plus, alors qu'au final le mec en ressortirait avec plus ou moins la même chose, quoi. Donc pas grand chose. Bien sûr, bien sûr. Ok, question suivante. Sur quel site peut-on trouver une idée claire sur l'analyse fondamentale? Ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas en fait, c'est que avec l'analyse fondamentale, tu vas pas avoir un site qui va forcément te regrouper tout. En fait, tu vas avoir plein de sites qui vont juste te donner des datas. Ça, les datas, c'est pas le plus compliqué à trouver, on va dire, mais c'est juste que la majorité des gens, ils savent pas quoi faire avec ces datas. Et c'est ça le problème avec l'analyse fondamentale, c'est que tu peux avoir les datas et tu vas avoir tous les retail sales, tous les PMI, tous les PIB, tous les taux d'inflation, les taux de chômage, les récaps de politique monétaire, donc les décisions type FOMC minutes, RBA statement, etc. Tout ça, c'est pas compliqué à trouver, mais c'est juste que toutes ces infos-là, ils savent pas quoi en faire. Ils savent pas quoi en faire et du coup, ils cherchent la réponse en disant il n'y a pas un site qui donne l'analyse fondamentale. Mais le problème en fait avec l'analyse fondamentale, c'est qu'il n'y a pas un site qui te donne l'analyse fondamentale, c'est que tu as plein d'informations, c'est des choses que tu comprends, des données que tu comprends et que tu es capable en fait d'aller faire toi-même ta recherche, toi-même ton analyse de ce qui s'est passé, le thème global économique dans lequel on est, parce que c'est quelque chose que tu checkes toutes les semaines, tous les jours, et à chaque fois qu'il y a un update, qu'il y a quelque chose, tu sais où est-ce que tu te situes en fait. Mais tout ça vient par une compréhension de la macro et de l'économie dans sa globalité. Et malheureusement, tu ne peux pas avoir un site qui te donne l'analyse fondamentale sans du tout avoir étudié la partie économique, parce que tu vas rien comprendre. C'est le problème. Préfères-tu un marché risk-on ou risk-off? La phrase de trader connard, ça serait de te dire je préfère les marchés risk-off parce que je peux faire plus de cash rapidement, ce qui est vrai, généralement. Mais bon, par respect pour tout le monde, et puis même pour moi-même quand même, je vais plutôt te dire risk-on parce qu'en risk-on, je vais avoir tous mes investissements qui vont performer. Mes investissements crypto, mes investissements actions, tout va augmenter. Donc mon net worth, ma fortune personnelle va augmenter considérablement en risk-on. Alors qu'en risk-off, dans des mouvements risk-off, ça va m'arriver où je vais avoir de très bonnes opportunités en trading. Donc je te donne un exemple, mais imaginons en 2 semaines, je vais prendre, vu qu'on est risk-off, les marchés sont en train de chuter, je vais prendre 100 000 balles en trading, parce que j'ai réussi à choper la baisse, c'est génial. Sauf que mes invests derrière, ils ont perdu 300 000. Donc bon, c'est pas une perte matérialisée, c'est en cours, mais quand même quoi. Alors que si je suis en risk-on, bon bah, mes investissements ils vont dans le bon sens quoi. Ma fortune augmente. Comment on fait quand on veut travailler en institution? Si tu veux travailler en institution, honnêtement, faut que tu fasses des études déjà. Ça serait te mentir que te dire que tu peux y arriver sans études. Faut que tu fasses des études et après ça dépend vraiment ce que tu appelles par institution. Il y a investment banking qui n'est pas du tout du trading. Tu peux même être avocat en institution. Il y a énormément de différents postes à pourvoir. Maintenant, si tu me parles d'un hedge fund, alors c'est encore plus sélectif. Ça va être encore plus sélectif et de manière générale, surtout aujourd'hui, presque il vaut mieux que tu étudies mathématiques avancées, genre mathématiques quantiques, quantitative maths. Ça ou bien informatique, des choses comme ça. Aujourd'hui, en institution, c'est plus ce qu'ils vont chercher. Après, évidemment, tu vas toujours avoir des fonds qui vont chercher plus des traders, on va dire, un peu plus classiques. Mais il y en aura moins. Donc, ouais, si tu veux travailler en institution, c'est ce que je te recommande aujourd'hui. D'où vient ton capital ou as-tu fait un énorme coup qui t'a permis d'en avoir un? Alors, ça a été un mélange de pas mal de choses. Mais j'ai eu un coup, oui. J'ai eu un coup qui m'a bien propulsé au début et heureusement, j'ai eu la sagesse derrière de me rendre compte que ça s'était très bien passé, mais que ça aurait pu très bien aussi très mal se passer.
Donc c'était réellement un coup de chance. Chose où je sais beaucoup de personnes n'ont pas eu la chance de pouvoir s'en rendre compte. Donc il y a plein de personnes qui ont eu des coups de chance, qui ont pris un gros billet d'un coup, mais qui derrière se disent « putain, je suis un génie », qui reparient le tout et qui finissent par perdre de l'argent. Moi, ce coup-là, c'était en 2016, pendant le Brexit. C'était un short sell sur la livre sterling. Et alors pour cette époque, j'ai pris un gros billet, vraiment d'un coup. Et oui, je peux dire que ça m'a consolidé une très bonne base de capital pour pouvoir commencer. Pas une bonne base de capital pour mes investissements long terme, des choses comme ça, on ne parle pas de ce type de capital, mais une très bonne base de capital pour trader. Ça oui. Ok. Bon, question un peu plus perso, hors trading, sans le masque, est-ce que les gens te reconnaissent? Pas tant. Ouais. Non, et tu vois, ce qui est même marrant, c'est que là, à Cannes, ouais, quand on sort et tout, c'est assez rare. C'est vraiment que s'il y a la voiture ou si je suis avec des gens que les personnes reconnaissent et du coup se doutent que si je suis avec eux, c'est que c'est moi. Mais sinon, moi seul, non, très rarement. Ou alors, c'était quand j'étais à Annecy, il y a un mec qui m'a reconnu. Ou alors, voilà, les valets d'hôtel, des choses comme ça, ils me reconnaissent. Mais un mec dans la rue qui m'a reconnu. Et je lui ai dit, oh, mais c'est fou, tu vois. Et il m'a dit, je t'ai reconnu pour les bracelets et la montre. Okay. Donc tu vois que c'est quand même niche. Faut vraiment que le mec me suive vraiment de près pour qu'il reconnaisse la montre, les bracelets et se dise, ça doit être elle. Mais donc non, franchement, sinon, pas tant. On te demande aucune crypto, juste du forex? Et quoi, trading? Toi? Non, si, j'ai des cryptos. Ouais. Mais juste en investissement, je rentre, je sors suivant les cycles ou alors si je dois gérer mon risque. Mais je trade pas activement les cryptos, non. Et puis même sur ce qui est d'investissement, j'ai que du Bitcoin, Ethereum et des altcoins, j'ai moins de 5%. Pas 5% de mon portefeuille, mais 5% de mon allocation crypto. Donc c'est très peu. Hello, est-ce que tu as déjà fait une levée de fonds côté investisseur ou côté leveur? Je sais pas si on peut appeler ça une levée de fonds, mais on m'a déjà confié de l'argent, oui. C'était pas une vraie levée de fonds, quoi. J'ai pas fait une vraie levée de fonds. Penses-tu qu'à tes 50-60 ans, tu continueras de trader? Trader court terme, peut-être pas, non. Sauf quand il y a des événements spécifiques. Quand il y a des événements spécifiques, je pense que je pourrais pas m'en empêcher. Parce que si l'opportunité, elle est là et je sais très bien comment en profiter, je me vois mal rester assis, surtout si j'ai rien à faire et laisser passer l'opportunité, quoi. Mais maintenant, tous les jours, enfin aussi régulier que je le fais aujourd'hui, vraiment comme un métier, quoi, tout le temps, H24, je pense pas, je pense que ça m'aura saoulé. Plus au niveau émotionnel, en fait, tant que ça prend surtout charge mentale. Parce que les gens ne se rendent pas compte, la charge mentale que ça demande, c'est énorme. Et c'est plutôt ça, en fait, la complexité. Que faire lorsqu'on atteint le seuil de rentabilité en trading? Investir dans l'immobilier ou d'autres types d'investissements? Oui, alors diversifier, c'est important. Ce que je veux dire par là, c'est que... Et alors pareil, c'est encore une fois, c'est une fausse idée que beaucoup de personnes ont. C'est, ah, mais alors dans ce cas, si tu es capable de faire du 50% à l'année sur tes comptes, etc., ça veut dire qu'en 10 ans, tu es milliardaire et tu serais l'homme le plus riche du monde. Non mais gars, tu remets pas 100% de ce que tu as dans son compte de trading. Et moi aujourd'hui, la plupart de mon argent, c'est pas sur des brokers forex. J'ai une partie de mon capital, une partie calculée, mais sinon le reste est investi en majorité en bourse, sur des investissements liquides. Immobilier, c'est que je n'ai pas trouvé d'opportunité pour le moment. J'ai des REITs, donc des Real Estate Investment Trusts, mais sinon non, j'investis beaucoup plus en bourse, et ce qui me donne aussi une stabilité bien plus importante que si j'avais tout en trading, et même une stabilité mentale, hein. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais ça te bouffe le cerveau, hein. Comment faire pour s'installer au Panama? Pour s'installer au Panama, je te conseille de prendre un avocat sur place. Là, je ne saurais même pas trop te dire. Les règles ont beaucoup changé depuis que j'ai déménagé là-bas. Donc, je ne saurais même pas tant te dire, mais déjà d'avoir du capital, quoi. D'avoir du capital et d'avoir de sérieusement être dans une situation où la fiscalité est une question qui se pose, quoi. Il y a trop de personnes, ils s'intéressent à la fiscalité alors que ils sont encore à 2000 € par mois, genre bon frérot. C'est pas trop le problème, quoi. Salut Elliot, t'as réagi comment à ton premier million? Mon premier million, rien de spécial, je t'avoue. Rien de spécial, je l'ai même pas fêté. C'est quand? C'est Adam, là, l'autre jour, il me disait ah, il y a je sais pas qui, un mec qui fait une fête
pour fêter son premier million. Et le pire, c'est que je me suis dit, en vrai, c'est sympa. Ouais. C'est sympa, c'est cool. Mais non, j'ai rien fait. J'ai absolument rien fait. J'en ai même pas parlé. J'ai peut-être dit à mon père, à la limite. Ok. Et encore, je sais même plus. Quel a été l'échec le plus marquant de ta vie? Ouais, j'ai déjà fait un projet avec des amis. C'était la première fois que je m'associais avec des personnes. Ça, c'était une idée de merde. Et c'est la première fois aussi que j'ai dévié de ce que je sais faire, qui est donc le trading. Et c'est la première fois que j'ai fait un autre business, enfin un truc qui n'a rien à voir. Et ça s'est mal passé, que ça soit avec les associés et que ça soit aussi moi-même personnellement, parce que c'est la première fois que j'ai vraiment fait quelque chose pour l'argent. Là, le fait de trader, je le fais pas particulièrement pour l'argent. Ça vient avec, évidemment. Je vais pas mentir, mais c'était pas l'objectif premier. Alors que ce business venture que j'ai pu faire, c'était vraiment l'objectif premier. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment pas une bonne idée. Et donc j'ai perdu du temps. J'ai perdu pas mal d'argent, mais bon, j'ai aussi beaucoup appris, donc je dirais pas que c'est vraiment ma plus grosse erreur, ma plus grosse failure. Je le vois pas tant comme ça. Mais sur papier, ouais, on pourrait dire ça. À partir de quel moment et pour quelle raison tu as décidé de quitter la France? Alors déjà, j'ai pas quitté la France, j'ai quitté l'Angleterre. Donc ça, c'est la première chose. J'ai quitté l'Angleterre quand je n'y avais plus d'intérêt, dans le sens où donc, je travaillais dans un fonds d'investissement à Londres, plus je faisais aussi mes études de finance à Londres. Donc j'avais un intérêt à être à Londres, j'avais une raison d'y être. Maintenant, quand les études de finance s'étaient terminées et que j'ai quitté le fonds d'investissement, donc je ne voulais plus y travailler, bon bah du coup j'avais rien à faire à Londres. Donc que je sois basé à Londres, que je sois basé au Panama, que je sois basé à Dubaï, que je sois basé à où tu veux, c'est exactement pareil. Donc oui, là j'ai regardé où est-ce que fiscalement ça serait potentiellement plus intéressant pour moi de déménager et de set up mes activités. Faut-il limiter son temps de travail en trading entre 2 et 4 heures par jour max, toute analyse confondue? Ça dépend, tout le monde est différent. Tout le monde est différent, mais c'est sûr qu'il faut aussi regarder ta rentabilité en tant que temps versus argent. Si tu passes, je sais pas combien d'heures pour faire 300 balles, c'est pas rentable. Vaut mieux que tu travailles en tant que caissier et tu feras plus en fait à l'heure. Ça premièrement, et deuxièmement, c'est combien de temps est-ce que tu peux rester focus. Moi je sais que mes sessions de trading, c'est le moment où je suis le plus focus dans la journée. Ce focus, je peux pas l'avoir 8 heures par jour. Impossible. Après d'avoir des longues sessions où t'es pas focus et qui servent un peu à rien quoi. Faut vraiment être à 100%. Au début, as-tu également songé des fois à abandonner le trading? Et quelle en était la cause? Alors je dirais pas que j'ai déjà songé à abandonner le trading. Abandonner non, mais des grosses remises en question, ça j'en ai eu. Notamment après des séries de pertes où je me demandais si c'était vraiment viable long terme en fait. Encore une fois, tu te rends compte que tu peux même faire des profits pendant 6 ans et à partir de la 7e année, ça marche plus et voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est le cas avec des assets, donc des actifs financiers qui vont être très performants pendant des années et puis après à partir d'une certaine année ça ne marche plus. Des stratégies, ça peut être la même chose. Donc j'ai déjà eu des remises en question, mais des abandons, vouloir abandonner le trading complètement, non, parce que j'ai jamais commencé pour l'argent. Donc voilà, ça a toujours été une passion pour moi. Donc non, remise en question, mais vouloir abandonner, non. Bon, on s'est enfin posé. Bon, on était déjà dans la voiture, mais se poser à l'extérieur, ça fait du bien. Petite bière plus qu'entamée. Alors, question suivante. Est-ce que tu penses avoir réussi dans ta vie, que ce soit professionnellement ou amicalement? Honnêtement, oui. Et plutôt fier de le dire parce que je suis fier de ce que je fais. Je suis fier de n'avoir aucun problème, que ça soit avec la justice, que ça soit avec des personnes. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes, surtout quand tu vas dans les niches où les gens ont de l'argent. Tu te rends compte que y en a finalement beaucoup qui ont fait de leur argent d'une manière qui n'est pas toujours la plus propre et ça revient toujours par te hanter. Ça revient toujours par te hanter et donc je suis très fier de dire que je peux dormir sur mes 2 oreilles. Quand je rencontre des gens qui me connaissent, c'est toujours bienveillant. J'ai toujours gardé de très bons contacts avec ma famille. J'ai jamais fait de dinguerie. Avec mes amis, pareil. Salut Théo. Et j'ai une copine que j'aime beaucoup. J'ai aucun problème avec personne et je suis très fier de ce que je fais. J'ai pu réussir financièrement, avoir ce que je veux, même si en fait au final on se rend compte que c'est une petite partie du bonheur. Mais donc ouais, non, honnêtement je suis extrêmement fier de mon parcours. Ton tout premier plaisir ou achat avec tes premiers gains, c'était quoi?
Mes tout premiers achats avec mes gains, c'était des habits. Chaussures et habits, parce que c'est le premier, on va dire, c'est les premiers articles de luxe que tu peux te permettre d'acheter. Parce que je pouvais pas encore me permettre d'aller dans des montres, d'aller dans des voitures, d'aller dans des choses comme ça. Donc les premières choses que tu peux acheter qui sont de luxe, c'est chaussures, c'est t-shirts, c'est vêtements. Et ce qui est marrant, c'est que c'est les pires investissements. Mais bon, je pense que tout le monde passe par là si tu viens pas d'une famille qui avait de l'argent. Si je pense, c'est le cas de la majorité des personnes qui viennent pas d'un milieu où les parents avaient de l'argent. Donc tout de suite, quand tu commences à en avoir, tu veux un petit peu montrer, tu veux prouver que tu as réussi. Donc je regrette pas du tout non plus cette période. Et vaut mieux l'avoir au début qu'après. Au début, quand tu fais n'importe quoi avec des petits achats. Ah oui, il y a aussi boîte de nuit. Boîte de nuit, les bouteilles en boîte de nuit. Tous les achats les plus cons. Ouais, en fait, tous les achats les plus cons possibles. Mais bon, comme je dis, je pense qu'il faut passer par là. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, je dépense beaucoup moins. Ouais, je pense que je dépense moins en vêtements que je ne dépensais à l'époque quand je gagnais un dixième de ce que je gagne, même moins, que ce que je gagne aujourd'hui. Donc ouais, c'était mes premiers achats.